Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Tour de France, pour faire le débrief de cette étape numéro 13. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, vous abonner à la chaîne. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Du côté de cette étape du Tour de France, étape qu'il fallait faire, quoi. C'est les étapes de transition. Hier, on a eu de la chance d'avoir une échappée, d'avoir pas mal de bagarres dans l'échappée à 50 bornes de l'arrivée. Là, l'échappée a mis un peu de temps à se faire. En fait, il n'y avait pas assez de vent pour un coup de bordure. Le vent n'était pas mal placé, c'est juste qu'il n'était pas assez fort. Et puis surtout, on est sur le Tour de France, donc pour faire un coup de bordure, il faut surprendre ses adversaires. Tout le monde sait qu'il y a des possibilités de coup de bordure, donc tout le monde est très concentré dans ce genre de cas. Alors il y a toujours un ou deux coureurs qui se fait avoir, mais là, sur le coup, ça a été très compliqué. Et puis bon, c'était pas l'étape de l'année non plus au niveau du parcours, hein. Alors si la veille, on n'avait pas eu d'échappée, aujourd'hui on aurait pu se dire pourquoi pas une échappée. Comme la veille, le peloton s'était plutôt reposé, il y avait quand même de grandes chances que ça arrive au sprint. Du côté des Français, ça n'a pas été forcément simple. Cavendish rentre dans l'histoire et ça fait plaisir pour un coureur de ce calibre-là d'avoir réussi à se relancer, mais on reviendra là-dessus. Et puis des coureurs ont un peu souffert aujourd'hui. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence par le bon résultat du jour, j'ai envie de dire, c'est Christophe Laporte, même si Christophe Laporte mériterait quand même d'être aidé chez Cofidis. Il s'est retrouvé, il est seul quoi, pour faire toute sa petite tambouille, Christophe Laporte, donc il perd forcément de l'énergie. Quand vous avez une équipe autour de vous, c'est quand même un peu mieux. Je trouve ça dommage quand même qu'on n'ait pas mis une équipe un peu plus forte autour de Christophe Laporte. Parce que c'est quand même un coureur qui a montré des choses intéressantes cette année, qui montre souvent des choses intéressantes même, pas que cette année, les années précédentes. Et pourtant, j'ai l'impression que chez Cofidis, on ne lui fait pas assez confiance. Pourtant, du côté des sprinteurs, on ne peut pas dire que Viviani, il a montré énormément de choses sur différentes années. Il n'y a pas Peter Sagan chez Cofidis. Vous n'avez pas Wout van Aert non plus chez Cofidis. Donc je ne comprends pas vraiment pourquoi on ne lui fait pas assez confiance sur les grands tours. Pourtant c'est un coureur qui m'a souvent surpris par ses résultats, parce que quand tu vois l'aide souvent qu'on lui a apportée, eh bien ça en est toujours très bien sorti, je trouve. Là, une 7e place. Je pense qu'aujourd'hui, bon, tu peux faire 4 ou 5, mais il faut que la porte s'ouvre au bon moment. Et lui, il est vraiment seul, quoi. Si on regarde Garcia Cortina, il a plutôt bien été emmené. Van Poppel un peu moins, mais c'est compliqué, quoi. Il finit devant Greppel, devant Boigny aujourd'hui. C'est vraiment Laporte, je trouve que on est un peu sur du gâchis du côté de chez Cofidis, mais bon, les stratégies le management, on va dire, de Cédric Vasseur est assez proche en termes de qualité, on va dire, de celui de Jean-René Berdodo. La seule différence entre ces deux équipes, c'est qu'il y en a une qui est World Tour. On continue, je vais encore me faire des amis, disons. Je continue avec Nasser Boigny, Arkea Samsic, 11e. Étape pas simple pour Nasser. Déjà, il a perdu un membre, deux coureurs même, qui faisaient partie, on va dire, de son train, dont notamment, alors que je ne confonde pas les deux parce que je les ai confondus, c'est Maclay qui a abandonné. Un peu de fatigue. On sent que je suis très frais. Oui, c'est Maclay. Puis il y a également Clément Russo. Bon, Anthony Delaplace n'était plus dans cet effectif aussi. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile pour Nasser Boigny, qui se retrouve un petit peu seul, le coureur de Arkea. Bon, à lui de se débrouiller dans ce genre de situation, mais on sait que Nasser, c'est quand même un coureur qui préfère avoir un train. En plus, il est tombé à 50 km de l'arrivée dans la chute Simon Yates, Lucas Hamilton. Et ça, forcément, ça
Ça a des conséquences quand tu tombes à 50 bornes de l'arrivée, même si c'est bien relancé à la 11e place, tu peux pas faire beaucoup mieux. C'est dommage pour Nasser, mais voilà, c'était une journée pas simple. Il retentera, on le reverra, j'espère, devant. Mais c'est vrai que du côté d'Arkea, j'aurais préféré peut-être qu'on se concentre, qu'on emmène des coureurs peut-être un peu plus solides autour de Nasser Boigny. Je pense que dans l'effectif, il y avait Clément Russo, Anthony Delaplace. Je me dis qu'on aurait peut-être pu trouver un peu mieux quand même que ces deux coureurs-là dans l'effectif de Arkea. Je continue du côté des Français avec Quentin Paché, pardon, que j'ai mis en top. J'avais oublié de le citer, Quentin Paché. Assez discret depuis le début de ce Tour de France, je pense tout simplement qu'il n'y avait pas les bonnes jambes, mais c'est bien sa tentative à 40 bornes là, de relancer une échappée, de relancer un petit peu la course. On s'est un petit peu endormi depuis quelques kilomètres. C'était bien fait, voilà, ça a tenu 20 km. Alors, dommage qu'il soit parti seul, que personne ne l'ait vraiment aidé, mais c'est vrai que ça remotive un petit peu les troupes de BNB Hotel parce que ce Tour de France pour BNB Hotel, c'est un peu aussi la soupe à la grimace, hein, avec notamment un Brian Cocard qui a été hors délai lors de l'étape avec Arnaud Démare, avec un Cyril Bart qui a du mal sur les sprints, un Pierre Rolland qui est pas non plus, qui est plus tout jeune, Pierre Rolland, hein, tout simplement. Je pense que du côté de BNB Hotel, il va falloir réfléchir à comment faire pour améliorer les résultats de cette équipe et pour pérenniser cette équipe à l'avenir. Le projet est intéressant, mais c'est vrai que moi, de toute manière, je ne m'attendais pas à un grand Tour de France quand j'ai vu le documentaire Men in Glass fait par France 3 Bretagne. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Je l'ai vu sur YouTube, ce documentaire. Et je trouve que Jérôme Pinault, en fait, il est trop gentil dans sa manière, dans son approche. C'est-à-dire, il est bien sympa de coacher avec des potes, que ses coureurs soient, on va dire, un peu ses amis. Mais bon, à un moment, tu as un patron d'équipe. Donc, quand tu es patron, tu n'es pas le pote. Hein, c'est comme un patron d'entreprise. Tu ne peux pas être pote avec toute ton entreprise. Alors, c'est pas pour ça que tu es obligé d'être un gros connard. Mais du côté de Jérôme Pinault, je trouve que il essaye d'être trop proche de ses coureurs et il n'est pas assez critique en fait avec lui-même, j'ai l'impression. Il fait des erreurs quand même. Là, aujourd'hui, quand on voit le budget qu'a quand même BNB Hotel, c'est un budget qui doit être supérieur à Androni Giocattoli, notamment. Si on regarde les 3-4 dernières années, Androni Giocattoli a fait du bien meilleur travail que BNB Hotel. C'est bien sympa de nous dire on est le plus petit budget, parce qu'il l'a rappelé plusieurs fois, on est le plus petit budget du Tour de France. Oui, mais il n'y a pas 4 millions d'euros avec les mecs qui sont au-dessus. Avec le mec qui a le 22e budget ou le 21e budget. Il n'y a pas 4 millions. Donc il y a un moment, il y a des équipes qui pourtant n'ont pas forcément un budget mirobolant non plus, qui arrivent à faire beaucoup mieux que vous. Donc il y a un moment, il faut se remobiliser, il faut se poser les bonnes questions. BNB Hotel, quand même, depuis le départ, cette équipe, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de résultat. C'est pas normal. Ça fait depuis 4 ans, 5 ans qu'existe cette équipe. Il n'y a encore eu aucun résultat concret, que ce soit au niveau national ou au niveau international. C'est pas normal. C'est pas normal que cette équipe-là n'ait pas été foutue de faire top 5 sur l'Amstel ou de faire au moins une victoire sur un grand tour, sur le Tour de France ou sur le Dauphiné ou sur le Paris-Nice. C'est pas normal. Donc il y a un moment, il faut bien se poser les bonnes questions, quoi. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Il y a un moment, moi je trouve notamment l'équipe Delco a plus progressé qu'eux. Alors que Delco, ils partaient de très très loin quand même. Hein. Voilà, Delco, ils arrivent à faire des résultats, eux, ils n'arrivent pas à faire des résultats. Pourtant, Delco, en termes de budget, surtout cette année, c'est quand même ric-rac. Donc c'est pas normal de la part de BNB Hotel. Et puis je passe à un flop. Bah tiens, on a parlé de Jérôme Pinault, je parlais de Jean-René Bernaudot, un autre grand ami en ce moment sur ses vidéos. Je n'ai pas compris la stratégie. Bon, voilà. Alors, de toute façon, chez Total Energy, comprendre la stratégie, c'est déjà quasiment un miracle. Alors, Pierre Latour dans l'échappée. L'échappée a couru catastrophique. L'échappée de 3 là, avec Goldstein, je ne sais plus qui était le troisième. Catastrophique. Comment on peut
autant mal courir dans une échappée de 3, je sais pas, mais ils ont réussi à le faire. En plus, faire attaquer Pierre Latour sur le plat, normalement de base, Pierre Latour est un grimpeur, enfin un rouleur grimpeur. Ah, ça montre bien que Pierre Latour, les jambes sont pas là en montagne. Hein. Je me dis, c'est presque un miracle qu'il ait réussi à tenir top 10 aussi longtemps, Pierre Latour, jusqu'à samedi dernier. Parce que quand tu vois le niveau en montagne de Pierre Latour, le mec arrive limite dans le groupe Eto, quoi, quand même. Dans le groupe Eto. Enfin, alors, je pense qu'il y a un moment, on peut pas dire que c'est que Jean-René Bernodeau, je pense qu'il y a un moment, c'est lui. Bon, faut bien être gentil, Coco, mais bon, quand tu régresses, c'est que c'est pas normal dans le sport. Normalement, au fur et à mesure où tu t'entraînes, tu dois t'améliorer. Jusqu'à un certain âge, mais là, Pierre Latour, il doit avoir 26 ans, 27 ans. C'est pas normal aujourd'hui que ce coureur-là régresse à ce niveau-là. On dirait Christophe Lemaître en athlétisme. Christophe Lemaître qui, à 25 ans, avait déjà atteint le summum de sa carrière. Voilà, et ensuite, ça a dégringolé. Jimmy Vico, c'est un peu pareil en athlétisme. C'est comme si Kylian Mbappé aujourd'hui, c'était son maximum de carrière. Et puis à 30 ans, c'était une sombre merde. C'est pas normal. Donc soit il y a un problème au niveau de l'entraînement, soit c'est le coureur qui n'est juste pas assez investi. Mais c'est pas normal d'avoir ce niveau-là. Voilà. Ensuite, quand je dis je comprends pas la stratégie du côté de chez Total Energy, c'est que si tu décides que tu as un leader pour les sprints qui est Turgis, bon, c'est ton leader pour les sprints. Tu n'as pas forcément des coureurs qui jouent le général. Pierre Latour, c'est fini, il n'y a plus personne qui joue le général. Pourquoi Turgis, il est seul? Quand tu as dans ton effectif Boissonhagen, quand tu as dans ton effectif Julien Simon, Jérémy Cabot, il n'y en a pas un de ces 3 coureurs qui peut aider un peu Turgis. Il n'y en a aucun qui est capable d'aider Turgis. Pendant toute la journée, moi Turgis, je le vois, il est tout seul. J'ai regardé pendant 25 bornes, là vraiment attentive, enfin pendant 25-30 km, je regardais Turgis tout seul. Il remontait dans le vent. C'est incroyable à ce niveau-là. C'est incroyable de stupidité. Et là encore une fois, la stratégie, de toute manière, moi, tu peux mettre Peter Sagan, tu peux mettre Pogacar dans cette équipe. Tant que les directeurs sportifs et le directeur de l'équipe sera aux fraises, tu n'obtiendras absolument rien. Bonifacio, c'est pas un branquignol quand même derrière. Même Kelmejan, il a des meilleurs résultats avec AG2R que sur ces 2 dernières années avec Total Energy. En début de saison, il a eu des meilleurs résultats. Il y a un problème, quoi. Il n'y a pas que les coureurs. C'est incroyable comment Terpstra, il était bon, l'année d'après, c'était une merde. Boissonhagen, l'année dernière, il arrivait à faire des top 10 sur le Tour de France. Cette année, il n'a pas fait mieux que 22e. Je veux bien que ça soit les coureurs, mais il y a un moment, il y a tout l'écosystème Total Energy qui est à revoir. Pour moi, il y a Jean-René Bernodeau, parce qu'il a une vision du cyclisme, c'est même plus digne des années 80. Même dans les années 80, c'était pas moderne. Même si El Guimard a une vision du cyclisme plus moderne que Jean-René Bernodeau. Tu rajoutes à ça des directeurs sportifs qui sont aux fraises, parce que, juste 5 minutes, quand on regarde quand même les débriefs, enfin les briefings qu'on voit sur YouTube, je sais qu'il y en a pas mal qui regardent les vidéos de la Total Energy. C'est la magie de YouTube, de vous fliquer un petit peu. Quand vous voyez ces briefings-là, putain, il y a des fois je me dis que les mecs ils comprennent pas le cyclisme quand même. Hein. Ils comprennent pas le cyclisme et puis ils comprennent pas ce que ça veut dire de motiver des coureurs. C'est une course difficile, il y a un moment, il faut leur rentrer un petit peu dans le lard. Là, tu as l'impression que tous les soirs, ouais, c'est super, c'est cool. On fait 20e, moi c'est pas grave, on fait 20e. Putain, c'est un peu minable quoi. Il faut à un moment se bouger un petit peu les fesses dans cette formation. On va passer tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! On passe au coureur au top, je vois que je suis quand même déjà à 14 minutes de vidéo. Hein. On a fait long sur Total Energy, disons. Je commence du côté des tops avec Mark Cavendish. On va encore faire long sur les tops, surtout avec Cavendish. Record, nouveau record, record. Il égale le record d'Eddy Merckx. Alors est-ce qu'il va réussir à le battre? Maintenant, on attendra de savoir comment il va passer les Pyrénées. Mais s'il est performant, s'il arrive à passer les Pyrénées, on peut quand même se dire que les Champs-Élysées, ça peut être pour lui. Hein.
Peut-être qu'il aura un peu plus de mal sur l'étape qui arrive, l'étape des Landes là, parce que c'est un lendemain de journée de montagne. L'étape du Champs-Élysées, ça peut être pour lui. Et ça serait beau de battre le record sur les Champs-Élysées. Si en plus il y avait Eddy Merckx ce jour-là, c'est un appel aux organisateurs. Mettez Eddy Merckx sur la dernière étape du Tour de France. Si Cavendish bat ce record, et donnez une petite stèle ou un truc avec Marc Cavendish. Appel à Christian Prudhomme. Non, sinon, du côté de Cavendish, là encore, je ne vais pas me répéter. Morkov qui fait 2, et encore, Morkov, il a quasiment dû se freiner pour faire 2. Ça me rappelle Boonen Stigmans, la grosse époque Quick-Step, c'est-à-dire 2006-2007, où Quick-Step dominait le monde des sprints. Voilà, c'est pareil, sur ce Tour de France avec Cavendish. C'est du même niveau. Vous avez Morkov, vous avez... c'est quand même fort aussi Morkov, 36 ans, on n'en parle pas beaucoup de Morkov, mais sacré job. Là, Cataneo, exceptionnel, Cataneo. Quand il étire le peloton très fort, ils se font pourtant enfermer un petit peu, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que Cavendish est une jambe au-dessus de tout le monde quand même. Donc même dans des conditions difficiles aujourd'hui, il a été quand même très fort. Encore une fois, le braquet exceptionnel, démentiel. Enfin, Cavendish est quand même incroyable. Ce mec-là était au fond du trou il y a un an. C'est un modèle, je pense, pour des mecs qui sont au fond du trou. Cette capacité à revenir. Souvent, on utilise le terme résilience qui est un peu galvaudé, ou le terme comeback. Là, c'est un total comeback quand même. C'est un total comeback de la part de Cavendish. C'est monumental. Alors j'ai adoré aussi, je voulais parler de Morkov, j'ai adoré cette phrase d'un certain Laurent Jalabert, qui a dit « Oh, la domination de Quick-Step, c'est too much ». Bah s'ils sont plus forts que tout le monde, ils vont pas se forcer à finir 20e non plus les cocos. En plus de Jalabert, c'est vrai que la domination de l'équipe de France lors des championnats du monde 97, c'était pas du tout too much. Avec Brochard et lui champion du monde. Le PO. Parce que je rappelle que Brochard n'a pas été déclassé. J'ai jamais compris. On a enlevé les tours à Armstrong. Brochard, pourtant, on le sait depuis longtemps, Brochard. Ça a été avoué que c'était une hors de danse antidatée. Jamais déclassé, Brochard. C'est pour ça que j'étais très content quand Julien Alaphilippe était champion du monde, parce que pour moi, le dernier champion du monde, c'est Luc Leblanc. Que tout le monde disait que c'était Brochard. Non, Brochard, il était dopé, il était chargé. En plus, le médecin de l'équipe de France en 97, c'était le mec de Fessilla. Autant te dire que Jalabert, quand il dit que c'était too much, il y a quand même pas mal de ses résultats. Si on recherche un peu, on pourrait retrouver de l'urine qui fait des trous dans les chaussures. Parce que du côté de Jalabert, c'est quand même du costaud. Donc dans ce genre de cas, quand on a une carrière, une carrière un petit peu suspicieuse, je pense qu'on peut fermer sa gueule. Ou peut-être arrêter de commenter le Tour de France ou avouer qu'on s'est dopé au lieu de dire on m'a quasiment dopé à l'insu de mon plein gré. C'est un peu ce qu'il avait dit, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette interview avec Delahousse. Quasiment ce qu'il avait dit, c'était magistral. Et le mec a pu recommenter un an après. On a quand même plus fait chier Virenque ou d'autres que Jalabert, je trouve. Je continue avec Philipsen. Du côté de Philipsen, là aussi pas grand chose à dire. Peut-être là le train de Alpecin n'était pas hyper bien réglé. J'ai trouvé que Sylvain Didier il a roulé, il a travaillé, mais pas pour grand chose. Ensuite du côté de Philipsen, fort. Tout simplement le train de la Deceuninck est au-dessus. Lui il est un peu seul dans le final. Après je trouve quand même qu'il est très puissant. Faudra peut-être faire attention à lui lors de l'avant-dernière étape aux Champs-Élysées. C'est l'adversaire numéro 1 de Cavendish aujourd'hui, Philipsen. Ça reste un très jeune coureur aussi, Philipsen. Il ne faut pas lui mettre trop la pression. C'est un coureur qui a, je crois, 23 ans. Le tour quand même d'Alpecin, on savait dès le départ qu'il allait être particulier avec Van Der Poel qui devait s'arrêter. Merlier qui avait fait le Giro. Et pourtant Philipsen fait quand même, je trouve, du très bon travail. Donc c'est un futur grand, Philipsen. Il faut juste attendre qu'il mûrisse un peu. Il y a des fois, il y a des mecs comme Evenepoel, ils mûrissent très vite.
Puis on dit il faut attendre un peu plus de temps. Du côté de Philipson, les grands résultats viendront. Et puis moi j'ai voulu noter en plus Van Poppel. On avait presque oublié les frères Van Poppel. Il y a quand même, quand ils sont arrivés, les frères Van Poppel, vers 2013-2014, on nous disait les Van Poppel, ce sont les futurs grands du cyclisme. Bon, au final, les Van Poppel, ça n'a pas donné grand-chose non plus sur la suite. Mais c'est vrai j'avais presque oublié qu'ils couraient encore les Van Poppel. Et puis c'est un bon résultat quand même pour Intermarché sur un grand tour, parce que ça va être peut-être le meilleur résultat d'Intermarché sur le Tour de France. À vérifier ça, mais ils n'ont pas eu beaucoup des top 5 Intermarché sur le Tour de France. Il avait déjà fait troisième d'une étape du Tour de Belgique, deuxième de 2 étapes du Tour de l'Algarve. Non, il s'est remis un petit peu la tête quand même à l'endroit Van Poppel. Mais c'est un coureur, ça m'a toujours fait marrer Van Poppel, et comme son frère, c'est des mecs qu'on a dit, voilà, c'est les futurs grands. Et puis t'aperçois qu'à 27 ans, en termes de résultats, c'est pas incroyable. Alors l'avantage, c'est de se dire, il n'a que 27 ans. C'est vrai que moi, je pensais que Van Poppel était plus vieux, mais ils ont commencé très jeunes. C'est la première, Van Poppel, tout ça, c'est la première génération de coureurs qui ont commencé à 19-20 ans, on va dire, et on commence à avoir du recul dessus, et de se dire, je suis pas sûr que commencer très jeune dans le cyclisme, avant 20 ans, soit forcément une bonne chose. Voilà. Je pense que commencer un peu plus tardivement est peut-être pas si mal. Commencer très jeune, ça a souvent des inconvénients, je trouve. On passe rapidement au bonnet d'âne parce que je suis déjà à 22 minutes de vidéo. Je commence avec Chesbol. Chesbol qui finit 19e le cours de la DSM. Pourtant, il a été emmené. Qu'est-ce que ça aurait été s'il n'avait pas été emmené par un équipier? C'est quand même incroyable, parce que Chesbol, dans le virage, à 500 mètres de l'arrivée, ils enferment Cavendish quand même. À ce moment-là, il est 5e ou 6e dans le peloton. C'est incroyable qu'il finisse 19. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Chesbol, mais bon. Puis ce début de Tour de France, de toute manière, il est totalement inexistant. L'équipe DSM est totalement inexistante quand même depuis le début de ce Tour de France. Depuis le début de saison, heureusement qu'il y a Romain Bardet quand même. Et un peu de Jay Hindley, parce que le reste de l'équipe, ils sont un petit peu... Ah, et Van Wilder, j'ai oublié Van Wilder. Sinon, le reste de l'équipe est aux fraises. Et encore, quand tu sais que Van Wilder va peut-être partir, casser son contrat, tu te dis que chez DSM, les prochaines années, s'ils n'arrivent pas à trouver des jeunes coureurs, ça va être compliqué. Je continue avec Colbrelli, tout seul. 24e, tout seul, Colbrelli. Tant que chez Bahreïn, on n'aura toujours pas compris qu'on n'a personne pour le général et qu'il faudrait peut-être aider Colbrelli pour qu'il puisse faire des bons résultats pour les sprints et prendre des points pour le maillot vert. Bon, on continuera à avoir des résultats mauvais du côté de la Bahreïn, mais la Bahreïn Victorious, c'est pas forcément l'équipe qui a les meilleures stratégies. Pour ceux qui se souviennent de Mikel Landa l'année dernière sur le Tour de France, ça avait été quand même un grand moment, même si c'était quand même moins bien que les stratégies de la Total Energy. Là, c'est la masterclass. Puis je termine avec Simon Yates. Inexistant, Simon Yates sur ce Tour de France. Il y a quand même beaucoup de coureurs. Je me demande pourquoi ils ont tenté de doubler Giro et Tour de France cette année. En sachant qu'il y avait une semaine en moins. En sachant que le Giro, c'est quand même fini avec des conditions climatiques extrêmement difficiles. En sachant que le mois de juin a été extrêmement difficile au niveau des conditions climatiques. Pourquoi ils ont décidé d'enchaîner les 2 courses? Parce qu'au final, il n'y en a aucun qui a été performant. Alors certes, il y en a quelques-uns qui ont abandonné sur chute, comme Marc Soler, mais Simon Yates, inexistant. Peter Sagan, inexistant sur ce Tour de France. Peut-être parce que Dan Martin, inexistant aussi sur le Tour de France en passant. Moi, je pense que c'était pas la bonne idée. Je pense que même que c'était une très mauvaise idée, qu'il aurait plutôt fallu se reposer et tenter la Vuelta. La Vuelta, c'est peut-être plus intelligent. Bon. Après, même Nibali, il commence à souffrir. Ça, Nibali avait un peu tenu sur les premiers jours. Je pense que la dernière semaine pour Nibali, ça va être dur.
Je comprends pas moi, cette stratégie, mais peut-être que dans certaines équipes, on pourra nous l'expliquer, mais bon, il n'y a aucun coureur qui a été performant quand même de ceux qui ont enchaîné tir au tour, il me semble. Hein. Il n'y en a aucun qui a fait des performances à se taper le cul par terre. Donc voilà, je ne comprends pas cette idée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si elle était un petit peu plus longue, 25 minutes. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve demain pour la présentation de l'étape numéro 14. Et puis demain soir surtout, ça c'est à 7h30 la présentation. Et puis demain soir, pour le débrief de cette étape numéro 14. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.